Ok, bonjour et merci de m'avoir donné l'occasion de présenter ici. Je vais essayer de vous présenter, on ne va pas trop rentrer dans le détail des expérimentations, mais plutôt l'évolution de la philosophie qu'on essaie de mener au laboratoire. Et puis, je vais vous parler d'une petite mer intérieure, le Baïkal, avec une pensée spéciale pour un de mes collègues, Vladimir Epov, qui habitait dans le coin. Donc, ce qui est sûr, c'est que les données que je vais vous présenter sont bonnes parce que c'est pas moi qui les ai faites. Et donc, c'est tous les gens ici qui ont travaillé. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un peu la réflexion qu'on essaye de mener à Pau pour justement essayer d'avancer dans ce domaine-là. Alors, pour parler de biogéochimie, je prends chez nous, c'est comprendre, par exemple, un cycle. J'ai pris, évidemment, il n'y a pas d'isotope, donc c'est fait exprès d'ailleurs. Donc, on va prendre l'arsenic. Ce qui nous intéresse, c'est les transformations. Ici, on a l'arsenic inorganique qui va passer ensuite en arseno-sucre. Ça, c'est le cycle dans l'océan, pour ensuite terminer sur, par exemple, l'arsénobétaïne qu'on va retrouver dans les poissons. À l'époque, on avait travaillé avec l'Ifremer sur la spéciation de l'arsenic dans les fonds hydrothermaux. Il y en avait trouvé d'une façon curieuse dans les crevettes qui avait de l'arsénobétaïne. Ça posait une grosse question parce que normalement, il y a besoin d'avoir un cycle avec des arsénosucres et normalement, non, il n'y a pas trop de lumière dans les systèmes hydrothermaux. Un autre cycle qui a été présenté sur lequel on va travailler un peu plus justement, c'est le cycle du mercure où ça a déjà été présenté. Ce qui nous intéresse sur l'histoire du mercure, c'est il y a bien sûr les différentes formes chimiques, mais derrière les différentes, donc inorganiques, méthylmercure, Hg0, mais diméthylmercure, on n'en parle pas trop ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière ça, donc ça veut dire qu'on passe de l'inorganique, on va passer au concept de spéciation, mais l'isotopie est importante puisque vous savez qu'on a un fractionnement dépendant de la masse et des fractionnements indépendants de la masse. Et donc, est-ce qu'on peut faire coexister spéciation, isotopie et regarder un petit peu tout ça? Et c'est un petit peu là-dessus qu'on essaye de travailler. Pour que on arrive à déconvoluer un système biogéochimique, il faut qu'on arrive à comprendre les réactions qu'il y a derrière. Et je vais prendre quelques exemples. C'est un peu comme ça qu'on voit là. J'ai fait exprès de prendre un filtre, un système de spectrométrie de masse, mais en fait c'est pour vous dire que quand on regarde un échantillon, pour nous notamment quand on a l'isotopie, il y a plusieurs choses. La source, qui donne la signature, et puis il y a la réaction. Donc par exemple, le premier filtre, ça pourrait être ici, la source, la différenciation de signature. Et puis derrière, eh bien, la réaction. Et cette réaction, en fait, nous, quand on mesure un fractionnement isotopique, c'est la combinaison de toutes ces informations. Et pour arriver à les comprendre, il faut arriver à les déconvoluer, et c'est à ça qu'on s'amuse à Pau. Et puis on va un peu plus loin maintenant, je vais vous montrer les... Donc on parle au départ de concentration. Après, bien sûr, il y a le domaine de spéciation. Mais après, maintenant, on a amené, je dirais, la dimension signature isotopique, avec éventuellement réactivité, méthylation, déméthylation, avec un parallélisme avec des isotopes différents dans les formes chimiques. Et puis après, la question qui se pose, dans tout ce qu'on a entendu, on raisonne dans un système en disant, voilà, c'est dans la globalité, je dirais, de la matrice que l'on a, mais en fait, ces réactions qui sont importantes, ces transformations, ça se passe, quand on applique, je dirais, les équations de transformation, ça ne se passe pas dissous dans la matière, ça se passe à quelques interfaces. En fait, ces réactions, elles sont discrétisées. Donc maintenant, à mon avis, un des challenges qui est intéressant, c'est d'amener la réactivité et de regarder où est-ce que ça se passe. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc ça, ce sont les travaux que... Je vais prendre quelques exemples, donc avec justement Vladimir Epov et Vincent Perrault. Et notre mer à nous, ici, sur lequel on a travaillé, c'est le lac Baïkal. Et ce qui est intéressant dans ce lac, c'est qu'il y a une rivière, ici, l'Angara, et puis le lac Baïkal, qui est un grand système qui est majoritairement non pollué. Et puis ici, vous avez une pollution massive de mercure avec un chloralcali, là, je ne sais plus, un truc à électrode de mercure, avec une pollution massive de mercure. Donc la question qu'on s'est posée, là, on va raisonner sur l'isotopie globale pour essayer de comprendre. La question, c'était la source. Hein. Donc la source, les niveaux trophiques. Donc on a commencé à regarder comment ça se passait. Donc ici, on a essayé de regarder le niveau trophique. On a échantillonné sur à peu près toute la colonne d'eau, je dirais, depuis le plancton vous voyez, des perches, hein, donc à peu près les différents niveaux. Et en fait, on voit très bien qu'il y a deux systèmes. Hein. Un système en montant d'un niveau trophique avec, je dirais, avec une méthylation importante dans le système naturel et puis dans le système contaminé. Donc après, ce qui nous a intéressé, c'est comment ça se passe sur le système de composition isotopique. Et donc là, on voit très très bien que, donc ici, on a donc le signature en concentration en mercure, ici le delta 202. On voit très bien que ici, on a la signature du réservoir des sédiments qui sont très contaminés. On voit très bien qu'il n'y a pas trop de cohérence. Mais dès qu'on va rentrer dans la chaîne trophique,
du système du Baïkal, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et en fait, là, on voit très bien qu'on a un fractionnement qui est dépendant de la masse et qui, je dirais, est lié simplement à la bioaccumulation dans la chaîne trophique. Donc ça, je dirais que derrière, bien sûr, l'information, il y a, je dirais, de la concentration, il y a, je dirais, un côté mécanistique. Premier côté mécanistique qui nous intéresse. Deuxième côté très intéressant, c'est quand on va s'intéresser au fractionnement indépendant de la masse, notamment parce que le Baïkal a une, je dirais, une lumière, enfin, je dirais, une cristallinité assez exceptionnelle. Et donc, on a regardé ici le gros delta 119 en fonction, bien sûr, de l'origine en concentration. Et donc, on voit qu'il y a deux systèmes. Ici, on retrouve notre système pollué, le système naturel. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on trace ça, on arrive... Ici, c'est un sédiment de ce réservoir contaminé. Donc, on voit que le gros delta, on peut le ramener jusqu'à la pollution. Donc, ça nous paraît bien. Mais ce qui est le plus intéressant et le plus joli, c'est que quand on met tout, on s'aperçoit que dans l'ensemble du système, eh bien, on a tout s'aligne avec ce gros delta. Et en fait, la pente correspond très très bien au système de la photochimie. Donc là, on a, je dirais, qui a été décrite par Bergquist et Bloom avec 1,3 ici. Et ici, on retombe comme par hasard. C'est un cas d'école, c'est magnifique. Donc ça veut dire que derrière, eh bien, derrière la concentration, derrière l'isotopie, on s'intéresse au mécanisme. Mais là, on s'intéresse à la globalité de l'information du mercure dans le système. Et il y a plusieurs formes chimiques dans un échantillon. Donc voilà, la question maintenant qu'on se pose, c'est qu'on a parlé, je dirais, du premier filtre. Le premier filtre, c'est la source. Je vous ai donné l'exemple d'un système contaminé qui avait son impact dans le milieu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir... On va regarder d'autres filtres, la réactivité. Mais pour faire... Donc... il y a quelques papiers dans lesquels on a participé avec les phénomènes de réduction, méthylation, déméthylation. Moi, pour l'instant, je suis tout à fait convaincu qu'en ce qui concerne les fractionnements indépendants de la masse, la photochimie joue un rôle très très important. Mais j'espère bien qu'un jour, on va trouver d'autres mécanismes. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait qu'un seul mécanisme. Hein. Donc, il faut qu'on essaie de regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris, si vous voulez, les approches quand on a découvert la méthylation du mercure dans les lacs, dans les années 76. Tout ce qui a démarré, je dirais, le concept de méthylation, c'est les premières réactions de la méthylcobalamine avec le mercure inorganique. Donc ça, c'est ce que fait David avec des autres aventuriers, je dirais, de l'Arche perdue à Pau. On a essayé de regarder comment ça se passait au niveau, soit dans la réaction biotique ou la réaction abiotique. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les déconvolutions? Sauf que ce qui nous intéresse, c'est de mesurer le fractionnement isotopique au niveau de la forme chimique, pas sur le total, puisqu'on fait une réaction de méthylation et déméthylation. Donc, il faut travailler sur les formes chimiques. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été développé à Pau et qui fonctionne maintenant très bien en routine. C'est la spéciation isotopique, avec ici un GC couplé à un multicollecteur avec l'interface qui a été développée. Et puis, je pense qu'Alkis en parlera demain. En fait, pendant très longtemps, le challenge ici, c'est que la plupart des gens qui travaillent sur l'isotopie travaillent avec, je dirais, 200-300 ppb. Nous, on travaille avec des signaux extrêmement faibles et des signaux transitoires très rapides de 2-3 secondes. Donc, il a fallu qu'on travaille sur la déconvolution de ça et de développer, je dirais, des stratégies pour pouvoir arriver à mesurer, je dirais, une très grande précision sur les signaux transitoires. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est important. Donc ça, on a travaillé sur la partie amont, l'extraction du signal sur l'isotopie en utilisant la pente. La pente, on arrive, quand on fait le plot de la pente d'un isotope sur l'autre, eh bien, on arrive à avoir une très très grande précision. Ça a été publié. Et Alkis, justement, on sait très bien qu'au niveau des détecteurs, en fait, comme on part sur des signaux transitoires qui vont très vite, en général, les détecteurs ne suivent pas. Et quels que soient je dirais les appareils, là, on rentre dans la physique du détecteur et il n'y a pas la même cinétique de réponse, je dirais, d'une cage de Faraday à l'autre. Quand on prend une cage de Faraday et un multiplicateur d'électrons, c'est encore pire. Donc, il faut améliorer ça, et je crois que Alkis vous montrera qu'on peut faire de très belles choses. Donc, quand on combine toutes ces approches, on est capable d'amener la précision isotopique au niveau des signaux transitoires extrêmement rapides. Alors, très rapidement, quelques résultats sur deux approches, justement, pour vous illustrer ça. Première approche, méthylation abiotique, la méthylcobalamine, qui va réagir avec le mercure inorganique. Ensuite, on va regarder dans un premier temps la spéciation par couplage GC quadrupolaire et ensuite par couplage GC multicollecteur. Et puis ensuite, la méthylation biotique par les sulfatoréductions.
Et qu'est-ce qu'on voit là? Très rapidement, on voit deux choses très intéressantes. Enfin, une chose très intéressante, c'est qu'en fait, on a tous les mécanismes. Ici, on est dans le cadre, je dirais, de la fractionnement isotopique du mercure par méthylation. Alors ici, on a fait, je dirais, réagir la méthylcobalamine dans des conditions différentes, en conditions dans le noir. C'est comme ça que ça marche le mieux. Et donc, on a pu former du méthylmercure et du diméthylmercure, mais au niveau du fractionnement isotopique des différentes formes chimiques, c'est simplement un phénomène qui est dépendant de la masse, ce qu'on attend, parce qu'en fait, la réaction a le temps d'être complètement, je dirais, se développer complètement. Même résultat exactement, au niveau biotique, on a aussi un fractionnement qui est totalement dépendant de la masse. Et donc ça nous paraît tout logique, mais je pense qu'on va continuer à essayer de travailler sur des mécanismes pour arriver à comprendre. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin et de savoir si on amène ces concepts-là dans la biologie. Hein. Imaginez que dans le futur, on va pouvoir ingérer des isotopes stables et ensuite on va essayer de trouver où est-ce que ça se trouve. Et donc là, on est en train de se casser les dents pour essayer de comprendre comment on va pouvoir arriver à extraire une information de signal isotopique précis d'une forme chimique, parce qu'avec un couplage HPLC multicollecteur, vous imaginez que le biais de masse, ça va partir dans tous les sens, quoi. Donc c'est là où on en est actuellement avec Zoyne, c'est-à-dire que pour l'instant, on fait des séparations, on fait de l'analyse isotopique, je veux dire, par collection de fractions, et on voit qu'il y a des fractionnements qui sont différents d'un pic à l'autre. Donc ça veut dire que à l'intérieur, si vous voulez, d'un signal chimique, dans le mercure, vous avez d'autres signaux qui sont la forme chimique, donc ça vous donne une idée de la réactivité, et derrière cette forme chimique, vous avez encore la signature isotopique. Et par exemple, dans un ton, on a travaillé sur des tons, vous avez des signatures entre le mercure inorganique et le méthylmercure, le fractionnement isotopique, qui sont des écarts qui sont très grands. Donc ça veut dire, est-ce que les cycles sont différents? Est-ce que c'est les mêmes cycles? Donc ça pose des questions. Donc ça veut dire que ça vaut le coup de creuser un peu plus loin. Et là, maintenant, je vais vous montrer la philosophie qu'on essaye de faire, puisque tout à l'heure, on raisonnait globalement. Maintenant, on essaie de regarder où est-ce que ça se passe. Et donc, on va changer d'échelle. Donc ici, c'est des travaux que développe Mathilde, qui sont assez récents. Donc, si on prend un poisson, et donc on utilise, si vous voulez, par exemple, pour essayer de voir comment le méthylmercure et le mercure inorganique rentrent dans un organisme aquatique, ils font des cultures avec des civelles, en dopant avec différentes formes de mercure marquées isotopiquement différemment. Donc ici, on a par exemple du mercure inorganique 199 et on a du méthylmercure 201. Alors c'est sympa pour les civelles, mais enfin bon, elles chargent bien. Alors après, pour poursuivre, on fait deux choses. D'un côté, on suit la répartition et les cinétiques de méthylation, déméthylation, en suivant justement la signature isotopique des formes chimiques, c'est très très important. Et après, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est vous allez voir, on va sectionner les civelles et on va faire par ablation laser, ici femtoseconde, couplé, bon là on fait ça avec un quadripolaire. Donc voilà à quoi ressemblent les pauvres civelles une fois qu'elles ont géré. Ça, c'est l'image de la civelle avec la taille à peu près. Et voilà un peu le mapping. Donc on a développé un logiciel d'imaging. Ce qui est très intéressant ici, qu'on voit, c'est que le mercure inorganique, puisqu'on trace à partir de l'isotope, se diffuse complètement. En fait, il diffuse complètement dans le système. Par contre, quand on regarde le signal du méthylmercure, lui, il va se fixer directement sur des organes spécifiques. Donc on voit bien que déjà au niveau, vous voyez qu'on commence à rentrer dans l'imaging. Alors c'est fait par ablation laser et la résolution du spot, c'est 5 microns à peu près. Hein. Donc, mais vous voyez que déjà on arrive à voir des choses qui sont intéressantes puisqu'on commence à déconvoluer des processus de métabolisme dans le système. Et ça, c'est la philosophie du projet qu'on développe sur Pau. Donc d'un côté, si vous voulez, c'est repousser les frontières de la spéciation. Donc d'un côté, on va descendre, donc développer, donc c'est ce qu'on est en train de faire, toutes les méthodes de spéciation pour les coupler à la multicollection. On va monter dans les très hauts champs, c'est-à-dire dans les biomolécules aussi. Et ça, c'est le côté, je dirais, comprendre ce qu'il y a dans la masse. De l'autre côté, c'est où est-ce que ça se passe. Vous voyez, donc en fait, ce n'est pas des appareils qui sont de chaque côté du système pour faire joli. C'est en fait essayer de comprendre. Et donc là, je vais vous montrer, on a dans ce cas-là, on a un partenariat avec Nu Instruments pour développer toutes ces stratégies, et c'est ce qui est en train de se faire. Et de la même façon, avec Kameka, on est en train d'essayer de voir où est-ce qu'on peut avancer. Et ça, c'est un domaine qui est nouveau pour nous.
Et donc, on développe des choses pour essayer d'améliorer l'image. Et je vais vous montrer des premiers résultats. Donc ici, on a un NanoSims. Et ce qui nous intéresse, alors, ce qui est vraiment fascinant avec cette machine, c'est la puissance du système, puisque vous avez le spectre de masse, vous avez la signature, je dirais, isotopique, derrière vous avez le profilage, et puis l'image. Donc je vais vous présenter les premiers résultats qu'on a obtenus avec une nouvelle sonde avec qui on travaille avec Kameka. Donc ça, c'est une sonde nouvelle qui devrait augmenter la sensibilité. Hein, donc en fait, à partir d'une source d'eau moins, donc meilleure densité du faisceau, meilleure résolution spatiale, et puis normalement on devrait avoir une sensibilité qui est meilleure. Je vais vous présenter donc des photos qui sont sorties vendredi du labo, enfin, puisque la machine est opérationnelle. Donc ici, dans un système biologique, ici c'est une cellule, avec ici son appareil, le chloroplaste. Donc on a fait déjà un mapping ici du potassium. Alors vous voyez que déjà ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vous a montré sur les civelles, ici c'est on a simplement 2 tirs de laser, hein, c'est 5 microns, tandis que là on couvre tout, tandis que là on va à une résolution qui est encore beaucoup plus fine. Donc ici c'est sur le potassium. Hein, donc ça, je dirais, ce qui est intéressant, c'est ce que fait actuellement une NanoSims traditionnelle, l'imaging, le rapport et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ça maintenant. Donc ça, c'est un petit bout de chloroplaste. Vous voyez que déjà, on descend à 2 microns. Et puis après, vous voyez que maintenant, par exemple, on est capable de sortir le cuivre ou d'autres éléments. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'on voit que dans ce cas-là, le cuivre est uniquement sur la membrane où il y a un petit nodule qui est là. Donc on commence à rentrer au cœur de la matière. C'est assez. Alors après, si vous voulez, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aller très loin. Donc on a toujours notre chloroplaste qui est là dans la cellule. Vous voyez que ici, c'est 2 impacts laser. Donc là, on voit rien. Hein. Donc ça veut dire qu'on descend en résolution. On essaie de comprendre. Donc on va prendre ce morceau ici. Et vous voyez ici c'est sur le potassium, on voit déjà beaucoup mieux ce qui se passe. Et là, c'est vraiment tout à fait intéressant parce que en pelant le système, on arrive à avoir, je dirais, une vision en 3 dimensions. On rentre dans le système et vous arrivez à voir la répartition spatiale au niveau nanométrique dans le système biologique, quoi. Et puis après, puisque vous avez reconstitué le système, c'est pas une coupe d'océan, c'est une coupe d'un demi-chloroplaste. On arrive à voir, par exemple, la répartition dans l'espace. Avec le petit granule qu'on a vu ici, il est là au cœur de la matière. Donc, et alors après, pour l'instant, on travaille en monocollection. Mais ce qui nous intéresse, c'est que derrière, on va avoir la multicollection. Et donc là, on va essayer de regarder les rapports isotopiques. Enfin, on va pouvoir essayer de lier mécanisme et fractionnement. Donc, et l'image. Et voilà.